Requête pour une intervention dans le Nord. Après la CEDEAO, le Mali vient de saisir l'Union africaine et les Nations unies. Le Premier ministre en séjour à New York a transmis la demande au nom du président de la République par intérim. Rentrée scolaire 2012-2013 sous le signe de l'apaisement et l'unité retrouvée, le ministre Adama Ouane a choisi Bougouni, mais de Kaya à Mopti, excepté les régions occupées, les élèves ont massivement répondu présents. Célébration de la journée internationale de la démocratie, les députés retrouvent et échangent autour du thème dialogue politique, dialogue entre Parlement et citoyens. Nous sommes mardi 25 septembre 2012. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La Chine soutient la position du Mali sur la question du Nord et va apporter son appui logistique à notre pays pour la reconquête des territoires occupés. Une déclaration du chargé d'affaires de l'ambassade de la Chine au Mali. Le diplomate a été reçu par le président de la République par intérim. Le professeur Dioncounda Traoré a également accordé une audience à l'ambassadeur du Japon, à une délégation de l'association de Guinea-Dogon et aux membres de la Commission nationale d'organisation des concertations nationales. Une série d'audiences suivies par notre reporter Bourama Traoré. Une journée du mardi bien chargée pour le président de la République par intérim. Le professeur Dioncounda Traoré a accordé ce jour 4 audiences. La première, c'est avec le chargé d'affaires de l'ambassade de la Chine au Mali. Guillaume Sueli est venu rassurer le chef de l'État du soutien de son pays au Mali pour la résolution de la crise. Et la Chine soutient toujours avec fermeté la position malienne dans cette question. Et la Chine va apporter dans la mesure de ses possibilités son aide au Mali. Et spécifiquement sur le plan militaire, nous avons déjà une coopération très ancienne et surtout sur le plan de logistique et de transmission militaire. La deuxième personnalité reçue par le président de la République par intérim est l'ambassadeur du Japon au Mali. Le diplomate japonais est venu faire ses adieux au chef de l'État après 2 années passées dans notre pays. S'exprimant sur la situation actuelle du Mali, l'ambassadeur du Japon s'est dit optimiste. C'est triste maintenant, mais quand même, je suis toujours optimiste. Je souhaite que votre pays va surmonter les difficultés. Quant à la délégation de l'association Guinea-Dogon, elle est venue remettre au professeur Dioncounda Traoré un rapport sur la situation au nord du Mali. On se rappelle, les responsables de l'association s'étaient rendus dans cette partie du pays pour rencontrer les occupants et les occupés. Ce rapport élaboré à l'issue de cette mission fait certaines recommandations. Il faut dialoguer avec ces gens du Nord, enfin les occupants qui sont au Nord. Et deuxième chose, il faudrait avant les concertations nationales avoir les notabilités des régions du Nord et s'il y a les concertations nationales, les inviter à participer à ces concertations-là. Concertations nationales qui étaient prévues pour les 29 et 30 septembre 2012 sont reportées à une date ultérieure. C'est ce qui ressort d'une audience que le président de la République a accordée aux membres de la Commission nationale d'organisation. Nous avons donc obtenu que les dates du 29 et 30 septembre soient repoussées. Et nous allons à ce moment-là revoir ce qu'il y a lieu de faire, prendre toutes les dispositions pour que les concertations puissent se passer dans les meilleures conditions possibles, parce que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il ne faudrait en aucun cas que ces concertations soient bâclées. Au terme de ces concertations nationales, les Maliens doivent regarder dans la même direction, parler le même langage et œuvrer ensemble pour la consolidation de l'unité nationale. Après la CEDEAO, notre pays vient de saisir l'Union africaine pour une requête demandant un appui pour recouvrer les parties occupées. C'est le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra en visite à New York qui a remis la requête au président en exercice de l'Union africaine, le président Yahi Boni. Cheikh Modibo Diarra a également eu une série de rencontres avec différentes personnalités présentes à New York pour la 67e Assemblée générale des Nations Unies.
Unies, parmi lesquels le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines et le secrétaire général des Nations Unies. Envoyés spéciaux à New York, Idrissa Traoré et Tchessira Dambélé. New York est la ville où convergent ces jours-ci de hautes personnalités des quatre coins du monde. 67e Assemblée générale des Nations Unies oblige. Le Premier ministre a saisi cette opportunité pour défendre le dossier du Mali auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux. C'est ainsi qu'il a remis lundi soir au président Yahi Boni, président en exercice de l'Union africaine, une requête de notre pays. Le président en exercice de l'Union africaine dit qu'il n'épargnera aucun effort pour vraiment faire en sorte que cela se matérialise et qu'il va communiquer ça dès demain, n'est-ce pas, à la présidente de la Commission et à tous ceux qui seront concernés. Le docteur Cheikh Modibo Diarra avait eu un long entretien avec l'adjoint au secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Johnny Carson a parlé avec le Premier ministre des grands défis auxquels fait face aujourd'hui le Mali, la situation au nord, la situation politique et les défis humanitaires avec les réfugiés. Le 26 septembre prochain, à New York, lors de la réunion de haut niveau sur le Sahel, le Premier ministre malien aura la chance de rencontrer d'autres officiels américains pour parler de la question. Selon Johnny Carson, les États-Unis, qui croient en un Mali fort et unifié, l'encouragent à rétablir la démocratie à travers des élections libres et transparentes. Les droits de l'homme en général au Mali et dans le Nord en particulier ont été évoqués lors de la rencontre entre le Premier ministre malien et le secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme, Ivan Simonovic. L'homme qui se rendra au Mali du 4 au 8 octobre prochain animera un colloque sur la question et aimerait rencontrer des victimes, des témoins de violations des droits de l'homme dans le nord du Mali. Une situation que les Nations Unies suivent de près et qui doit être l'objet d'un rapport au Conseil de sécurité. Le Premier ministre a également rencontré le ministre allemand des Affaires étrangères Guido Westwelle, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, le secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'ONU Jeffrey Feltman, ainsi que le président de la 67e Assemblée générale de l'ONU, le Serbe Vuc Jeremic. De ces rencontres à huis clos, rien n'a filtré, mais on devine ici qu'il est surtout question de la situation au Mali et de la nécessité d'une reprise de la coopération mise en berne suite aux événements de mars dernier. Et cette information que nous venons d'avoir vient de s'ouvrir à New York, la 67e Assemblée générale des Nations Unies, avec un discours très fort du président français, discours essentiellement axé sur le Mali. François Hollande a utilisé des mots très forts. Ce qui se passe au Mali est inacceptable, inadmissible, insupportable. Donc, plus de temps à perdre, il faut un mandat très clair du Conseil de sécurité des Nations Unies pour agir afin que le Mali recouvre son intégrité territoriale. Voilà que les choses s'accélèrent du côté de New York sur le sujet malien. Ici à Bamako, les parlementaires maliens retrouvent la salle des débats de l'Assemblée nationale et cela pour célébrer la journée internationale de la démocratie. Événement célébré le 15 septembre de chaque année. Le dialogue politique et le dialogue entre parlements et citoyens, des thèmes qui ont été longuement débattus en présence de notre reporter Alpha Meiga. La démocratie, au-delà de sa définition académique, est l'art de consolider les points de vue différents et c'est là tout l'esprit de cette journée de la démocratie. C'est une tradition pour l'Union interparlementaire que d'organiser des journées sur la démocratie. C'est simplement pour faire comprendre à tout le monde l'intérêt qu'il y a à avoir un État démocratique, l'intérêt qu'il y a à consolider la démocratie dans notre pays, l'intérêt qu'il y a à faire en sorte que tous les droits que donne la démocratie à chacun puissent être respectés. C'est une bonne opportunité pour encore une fois rappeler que le Parlement est le lieu du dialogue, entre les forces parlementaires. C'est le lieu aussi du dialogue, comme je viens de le constater, entre le Parlement et la société civile. C'est ainsi que les participants ont pu suivre deux exposés. Le premier porte sur le dialogue politique, un dialogue mettant en présence les différentes forces politiques représentées ou non à l'Assemblée nationale pour contribuer à apaiser les conflits. Le deuxième thème, lui, évoque le dialogue entre Parlement et les citoyens. Il s'agit en fait
des mécanismes qui visent à alimenter le lien qui unit d'abord les parlementaires entre eux-mêmes, ensuite les institutions parlementaires et le citoyen qui le représentent. Je tire là-dedans que les parlements doivent pouvoir se mettre en cause par rapport à ce qui est, et mieux qu'il n'y a pas plus légitime aujourd'hui au Mali dans ce que nous vivons que l'Assemblée nationale. Alors, les recommandations ont été fortes. Assemblée nationale, jouez votre rôle. On attend de vous que vous vous assumez. Cette journée internationale de la démocratie est célébrée annuellement le 15 septembre. Elle est commémorée cette année au Mali à un moment où le pays traverse une crise profonde. Restons avec Alpha Meiga qui a suivi une autre série d'audiences à l'Assemblée nationale, accompagner les autorités maliennes pour la réconciliation pour une paix durable. C'est dans ce cadre que séjourne dans notre pays une délégation de l'Association des médiateurs de l'UEMOA. La délégation, je vous le disais, elle a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Une autre délégation reçue, celle conduite par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Cette visite se situe dans un cadre précis, celui de l'accompagnement de l'action des autorités maliennes au service de la paix, de l'unité et de la réconciliation de tous les Maliens. La délégation reçue par le président de l'Assemblée nationale par intérim est composée des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le choix sur le Parlement se justifie aisément. C'est cette souveraineté qui a été agressée. C'est donc ici que nous avons la réponse qu'il faut absolue à l'agression contre la souveraineté malienne. Nous avons reçu un mandat très clair de contribuer à ce que cette souveraineté soit rétablie sur des bases solides. La réconciliation entre les Maliens reste le cheval de bataille des médiateurs. Au centre de cette démarche, les mouvements armés dans le nord du Mali et la relation entre bérets rouges et bérets verts, entre autres. Le Mali est en souffrance aujourd'hui. Seul ce qui fait mal, très mal, saisit l'homme tout entier et accélère le processus d'irruption de l'esprit en lui. Autre délégation reçue par le président de l'Assemblée nationale par intérim, celle conduite par le ministre des Affaires religieuses et du culte. La journée des religieux, c'est le sujet qui était au centre des entretiens. Les résolutions de ce forum vont nous permettre de rencontrer les responsables d'Ansardine à Kidal. Et ce serait un début de négociation avec les rebelles du Nord. Le ministère du culte a un rôle important à jouer dans la population. Toutes ces rencontres visent à aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale. Une république dont les citoyens n'aspirent qu'à la paix et la quiétude. Autre titre phare de l'actualité nationale, les élèves ont repris le chemin de l'école ce mardi 25 septembre. Le ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation a procédé au lancement de la rentrée scolaire 2012-2013 à Bougouni. Cette rentrée est placée sous le signe de l'apaisement et de l'unité retrouvée. Pour la reprise des cours, chaque enseignant se devait de consacrer sa première leçon à l'hymne national du Mali. Des consignes respectées à la lettre dans les différents établissements visités par le ministre. Envoyé spécial à Bougouni, Mohamed Djara. Pour cette rentrée scolaire 2012-2013, le gouvernement demande l'union sacrée autour de l'école avec à la clé le redressement du système éducatif malien. C'est le message fort lancé par le ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation à Bougouni où il a procédé au lancement de l'année scolaire. Le gouvernement souhaite aussi le retour de l'éducation civique et morale dans les écoles. Que ce soit au fondamental ou au secondaire, il était exigé de chaque enseignant de consacrer sa première leçon à l'hymne national du Mali. Des consignes respectées à la lettre, comme c'est le cas ici dans cette classe de terminale. C'est une consigne qui s'imposait à nous parce que nous avions constaté aussi que notre tissu social est un peu fracturé. Nous avions la crise qui nous a fait réfléchir mûrement sur l'état de la nation, sur l'état d'incivisme qu'on constate et sur le manque de civisme dans ce pays-là. Et je crois que c'est pourquoi d'ailleurs il a été créé même un ministère spécialement dédié donc à l'instruction civique. Si la rentrée est effective dans les régions du Sud, tel n'est pas tout à fait le cas dans les régions du Nord, ce qui fera dire au ministre que notre système marche à deux vitesses. Nous avions le Sud que nous contrôlons et le Nord que nous ne contrôlons pas.
Et c'est pourquoi nous avions aussi organisé 2 sessions d'examen. Et nous avons fait la rentrée le plus rapidement possible pour pouvoir aussi amener le Nord à faire une entrée consécutive, immédiate, pour qu'au fond, on puisse, dans un avenir très proche, marcher à la même cadence. Nous encourageons les collectivités à poursuivre leurs efforts pour que l'école travaille au Nord dans les conditions que nous savons. Au cours de cette visite, l'éducation préscolaire n'a pas été oubliée. Les tout petits du jardin Tiendjeba Diakité ont accueilli le ministre avec des chants. Le séjour du ministre dans la cité du Bani-Mounetier a pris fin par la visite à la notabilité. Les 2 parties ont prié pour la paix. Une occasion saisie par le ministre pour brandir le trophée de la Coupe du Mali 2012 remporté par l'US Bougouni. De Kaya Mopti, excepté les régions occupées, c'est la rentrée scolaire 2012-2013 au Mali. Les élèves du primaire et du secondaire ont repris ce matin le chemin de l'école. Fini donc les vacances, c'est parti pour une nouvelle année scolaire. Dans les écoles publiques comme privées, les élèves ont massivement répondu présents dans les salles de classe. Tous les tables bancs étaient occupés et c'est parti pour une journée de prise de contact. Voilà le constat fait tout au long de cette matinée avec notre reporter du jour, Nyanya Aliou Traoré. Il est 7 heures passées de 10 minutes. Gaussou Diarra grouille ses enfants. L'heure d'aller à l'école est arrivée. Les 3 enfants Diarra sont fin prêts pour entamer cette nouvelle année scolaire, accompagnés bien sûr des conseils de papa. À l'école de la cathédrale de Bamako, on se croirait dans une fête foraine. Parents, élèves et instituteurs, tous sont dans la mouvance de la rentrée. C'est les retrouvailles pour Hassan et Issa après une longue période de vacances. Cet élève de 8e année s'est fait accompagner par sa maman. Bon, je suis très heureuse d'accompagner mon dernier fils. Oui, je suis contente. À exactement 7h45, la cloche sonne. C'est la montée des couleurs nationales. L'instant est solennel, tous entonnent l'hymne national. Au directeur donc de prodiguer les dernières recommandations pour qu'enfin débutent les cours. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que le DIEF se prépare dès aujourd'hui, 25 septembre 2012. Pas de repos. Suivez les conseils de vos maîtres. Apprenez vos leçons. C'est compris? Voilà. Devant cette classe de 5e année, les élèves sont au rendez-vous. Chacun en file indienne attend patiemment l'appel de son nom afin de regagner son table-banc. La joie et l'anxiété sont palpables chez certains. Tu as commencé ce matin? Oui. Mais on dirait que tu as l'air endormi jusqu'à présent. Non. Je suis content. Mais chez d'autres, ce sont des pleurs, surtout ceux qui font la découverte du milieu scolaire pour la première fois. C'est son premier jour à l'école en fait. Il voit ses autres amis qui ne pleurent pas et voilà, il est entouré de tout le corps enseignant et puis il n'y a pas de problème, qui se rassure. Ici, nous sommes au groupe fondamental de Dravela. Il est 8h30. Les cours ont déjà commencé. La leçon du jour porte sur la paix. La région septentrionale du Mali est occupée, donc c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de prendre ce texte spécialement pour ces candidats, pour qu'ils puissent connaître la réalité du pays. Cette leçon du jour est bien à propos, car la rentrée scolaire a un goût doublement amer. D'abord, les parents d'élèves doivent faire face à l'achat des fournitures scolaires dans un contexte économique très difficile. En espérant un rapide retour de la paix au nord, ici au sud, à Dravela précisément, les cours se déroulent dans le calme. Les élèves suivent avec attention les enseignants en attendant la récréation. Un moment très attendu par les vendeuses d'aliments pour faire des affaires. Elles s'activent donc pour satisfaire la demande de tous les clients, les élèves. Bonne rentrée scolaire à tous.
Aller à l'école, il n'y a rien de plus beau, et pour compléter, Nyanya, ce constat nous rappelle nos années de fréquentation de l'école. Construction et rénovation d'infrastructures au niveau de la garnison de Kati, de bonne volonté ont apporté des contributions. Ces gestes ont tout simplement inspiré le capitaine Amadou Aya Sanogo qui a entrepris des actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des hommes. Cette phase, offrir un environnement sain, un environnement accueillant, est capitale pour un combattant qui n'a pas le temps de penser à sa famille sur un théâtre d'opération. Ces réalisations entrent dans le cadre des préparatifs de la montée des hommes vers le nord. Mariam Sagara était présente. La série d'inauguration dans la garnison de Kati a immortalisé 4 grands soldats de ce pays. Le premier, le colonel Keletigi Drabo, est l'un des fils valeureux de l'armée coloniale à l'armée malienne. Le lieutenant Faboulamine Doumbia de l'artillerie a quant à lui donné sa vie pour sauver ses recrues à l'instruction à la grenade en 2000 à Kati. Quand un officier, quand un sous-officier, quand un militaire du rang est capable d'aller au sacrifice ultime, qui peut être en 2 phases, on est militaire, on est force de sécurité, on peut prendre les armes, aller se battre. Mais quand un seul individu est en mesure de se coucher sur une grenade pour sauver les recrues qu'il est en train d'instruire, je crois que ça c'est un sacrifice ultime qui n'a pas de prix. Raison pour laquelle le centre, on a voulu baptiser à justice au nom de feu Faboulamine Doumbia. En sortant de ce centre, vous allez voir que tout n'est pas hasard. Il y a des grands hommes qui ont encore marqué la vie de cette nation. Il y a des grands hommes qui ont marqué la vie de nos forces armées et de sécurité. Voilà pourquoi, juste en sortant, vous allez voir ce monument, avec un canon qui porte bien sûr le nom de feu Keletigi Drabo. Côté ouest de Kati, l'équipe qui prend le nom du caporal Ambiance Dambélé a servi de lieu de formation physique de plusieurs générations militaires. Communément appelé parcours du combattant, il est protégé par un mur long de 700 mètres et haut de 2,50 mètres. C'est des personnes de bonne volonté qui viennent. Capitaine, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis maternité, ils donnent de l'argent. Entourer ce centre parce que j'ai besoin pour les jeunes. Essayez d'entretenir notre infirmier de garnison. Là où le soldat blessé pour la cause nationale vient se coucher. Là, c'est important. Et ça, c'est au moment où d'autres individus mal intentionnés, malveillants, qui n'aiment pas ce pays, sont en train de payer pour faire le mal à ce même peuple. C'est pourquoi on a 2 sortes de citoyens. Et je pense bien qu'on sera parmi ceux qui veulent le règlement de cette nation. N'oublions pas qu'il y a une mission qui nous attend. Ce n'est pas la CEDEAO qui va faire cette mission. Ce n'est pas les Nations Unies qui feront cette mission. Mais nous savons que nous avons conscience de notre devoir. Nous avons conscience de notre tâche. N'oublions pas ça, c'est la mission primaire. Ce nord-là, on va récupérer pour le Mali. La vieille école du camp de Sundiata, à la demande des autorités communales et des populations de Kati, porte le nom du capitaine Amadou Aya Sanogo. La caserne de Kati, qui n'existait que de nom, commence à ressembler à une garnison digne de ce nom. Une journée bien chargée donc pour la garnison de Kati. Nous continuons d'enregistrer des messages de félicitations à l'occasion de la célébration de la fête d'indépendance du Mali. L'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise et la CENAS Faso Here engagent les pouvoirs publics à prendre toutes les dispositions pour apporter le soutien nécessaire aux forces armées et de sécurité pour la reconquête rapide des régions occupées avec l'appui de la CEDEAO et de la communauté internationale, tout en veillant à ce que le contrôle politique des opérations militaires n'échappe pas aux autorités nationales légitimes. L'Association pour le développement du cercle de Nyono a procédé à l'inauguration de 3 salles de classe au village kilomètre 26. Les infrastructures ont été réalisées grâce au partenariat des amis du cercle de Nyono. De Ségou, le reportage de Brahima Akone. C'est fini, les enfants de Nyono kilomètre 26 ne prendront plus des cours sous les paillotes. L'école fondamentale de ce quartier qui n'avait que 3 salles de classe a bénéficié de 3 autres construites et équipées par l'entreprise Toguna SA. En offrant ces infrastructures aux populations du Kala,
Toguna SA veut resserrer les liens d'amitié et de partenariat avec l'Association pour le développement du Cercle de Niono ADCN. Ces deux structures se disent favorables au développement harmonieux de la ville de Niono. Ce don de la Fondation Toguna marque l'engagement de la société Toguna, de son PDG, de sa direction générale et de l'ensemble de son personnel, de continuer à poser des actes de développement, notamment dans l'éducation de nos filles et de nos garçons. Pour les autorités communales, administratives et scolaires de Niono, ces salles constituent un cadeau inoubliable du 52e anniversaire de l'indépendance du Mali. Un cadeau dont la valeur est estimée à plus de 30 millions de francs CFA. Autre cadeau d'anniversaire, ce sont 250 moustiquaires, 2800 cahiers et 1000 livres offerts par le président de Toguna SA et l'ADCN. À Niono, la fête du 22 septembre était grandiose. L'atelier national sur la prise en charge des problèmes liés à la gestion des CS, les CS et les certificats d'études spéciales a débuté ce matin. L'objectif principal est la définition des conditions optimales et une meilleure mise à disposition de spécialistes au niveau des régions administratives de notre pays. Rachel Tessougué, reportage. Durant 4 jours, les enseignants et hospitalo-universitaires examineront les voies et moyens permettant une spécialisation pointue des praticiens hospitaliers pour l'amélioration de la qualité des services hospitaliers. Il s'agit notamment de concevoir et améliorer les outils juridiques et d'assurance qualité régissant les CS en République du Mali, de définir une administration de gestion des CS, d'harmoniser les méthodes d'évaluation des différents CS et enfin de déterminer une stratégie nationale de financement du CS. Le gouvernement s'engage à ne ménager aucun effort pour que la formation des certificats d'études spéciales se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais rassurer les responsables de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako et ceux de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de mon soutien et leur exprimer l'engagement du gouvernement à examiner attentivement les conclusions et les recommandations qui seront issues de cet atelier. Les premiers certificats d'études spéciales ont été créés en 1983 afin de réaliser d'une part une économie d'échelle consécutive au coût faramineux de l'envoi des étudiants dans les pays étrangers pour leur spécialisation et d'autre part de parer à l'insuffisance de spécialistes dans nos hôpitaux et centres de santé. Les membres du mouvement Vert Jaune Rouge ont marché ce matin en direction de l'ambassade américaine ici à Bamako, et cela pour solliciter le soutien des États-Unis et la France dans la résolution de la crise malienne. Les marcheurs sont allés de la Bourse de Travail pour s'arrêter à l'ambassade des États-Unis où les responsables du mouvement ont fait une déclaration. Aboubakar Meiga a suivi la procession et voici son reportage. Les membres du mouvement Vert Jaune Rouge ne se contentent pas seulement de l'appui de la CEDEAO. Ils exhortent en plus la France et les États-Unis à s'impliquer davantage dans la résolution des problèmes actuels du Mali. Ils ont fait passer leur message à travers une longue marche partie de la Bourse de Travail pour terminer devant l'ambassade américaine à Hamdalaye Asseyi en passant par les échangeurs multiples. Au consulat des États-Unis, les marcheurs ont fait une déclaration avant d'aller remettre une copie aux responsables de la diplomatie américaine à Bamako. Vous n'aurez pas les images de la remise car la presse n'a pas été autorisée à entrer avec la délégation. Mais le président du mouvement nous a fait le point de l'entrevue. C'est Political Officer Margaret McEligot qui nous a reçus. Au nom de l'ambassade, elle nous a fait savoir la position des États-Unis. Et pour les États-Unis, ce sont les élections qui sont primordiales. Dans la constitution des États-Unis, les États-Unis n'aident que lorsqu'il y a un gouvernement légitime. Il faut que le Mali organise une élection pour pouvoir connaître où se trouve exactement le pouvoir
au Mali aujourd'hui. Une copie du même document adressé aux autorités françaises sera envoyée à l'ambassade de la France à Bamako, selon les responsables du mouvement Vert Jaune Rouge. Le contenu reste toujours axé sur une aide internationale en faveur du Mali. Projection de film hier soir à la Maison de la Presse. Ce film qui s'intitule Nomadland est une réalisation des journalistes reporters d'images dans le nord du Mali. Il résume les exactions que subit la population y résidant. Par cette projection, Cheikh Amadou Diawara voulait montrer les réalités du nord à la centaine de participants. Tchemoko Konaté a eu la chance de suivre ce film. Voici ce qu'il nous ramène. Intitulé No Man's Land, c'est-à-dire un territoire sans gouvernail, ce film est un véritable cauchemar auquel assistent une centaine de personnes cette nuit de la journée commémorative de l'indépendance du Mali. Ce film d'une centaine de minutes résume les exactions que subissent les populations des régions sous occupation. Des exactions comme les traumatismes engendrés par les coups de feu, les viols, les lapidations, les flagellations, les amputations, les destructions des mausolées et les profanations des tombes des saints. Le film fait également un zoom sur l'ouverture des couloirs humanitaires, les protestations des jeunes contre l'application de la charia et l'adhésion de certains d'entre eux aux idéaux des fous de Dieu. Cette réalisation est une œuvre d'un journaliste et reporter d'images, œuvre à travers laquelle Cheikh Amadou Diawara veut montrer aux spectateurs les réalités du terrain. Je veux juste montrer aux Maliens ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé qui malheureusement ils ne peuvent pas voir à la télévision. On comprend aussi parce que c'est soumis à certaines censures et tout ça en tenant compte de plusieurs aspects. Donc une fois on est au-delà de Douanza, on se pose la question, est-ce qu'on est au Mali, est-ce qu'on est dans l'Azawad ou est-ce qu'on est en Islam-Island? Mais en réalité on est en No Man's Land. Le réalisateur n'a pas manqué de louer la bravoure de nos militaires qui se sont battus en sa présence à Gao jusqu'au repli stratégique. L'Association des missions et églises nationales pour le réveil au Mali, à travers l'église Amen Réveil, a organisé sa conférence annuelle des pasteurs et associés. La conférence placée sous le signe de la réflexion sur la sortie de crise que connaît le Mali avait pour thème « Un peuple, un but, une foi », la devise de notre pays bien entendu. C'était l'occasion pour les pasteurs et autorités invités de faire des prières pour le pays. Adama Koulibaly, compte rendu. Les membres de la communauté de l'église protestante avaient pris d'assaut l'ancienne salle de cinéma de Djikoroni Para, devenue église et baptisée église Béthanie. Ces religieux, sous la musique de la chorale du plein évangile, ont chanté et dansé, mais des chants et des danses de prière pour la paix et l'unité du pays. C'était à l'occasion de la conférence annuelle des pasteurs et associés du ministère. Les organisateurs avaient placé la cérémonie dans le cadre de la réflexion sur la sortie de crise du pays. Pasteurs et autorités invités se sont succédés au podium. Tous ont prié pour la cohabitation pacifique des différentes religions et cultes du Haut-Mali. Ils ont rappelé le sens de la devise « Un peuple, un but, une foi », thème de la conférence de prière de cette édition 2012. Le choix du thème a été bien apprécié par les autorités qui ont signé leur engagement de suivre les religieux pour qu'ils soient des dispensateurs de messages de paix et d'union. La cérémonie de prière devait prendre toute la journée avec les différents messages des bénédictions pour le pays. En 5e région, la communauté musulmane de la confrérie Tidjania, elle s'est retrouvée le week-end dernier à Mopti pour rendre hommage au calife feu Cheikh Mohamed Al-Arabi Diarra. La correspondance depuis Mopti de Yacouba Meiga. Dédié en la mémoire de Cheikh Mohamed Al-Arabi, calife de guide spirituel de la confrérie Tidjania, Cheikh Ibrahim Niass de Kaolack au Sénégal. La Ziara 2012 de la confrérie Tidjania de Mopti s'est tenue cette année dans un contexte de crise marqué surtout par l'imposition dans les régions nord de notre pays d'un intégrisme religieux dont les musulmans jugent être en déphasage avec les valeurs de l'islam. C'est pourquoi les organisateurs n'ont pas hésité un seul instant à placer cette 9e édition sous le signe de la paix et de la solidarité en faveur de frères musulmans qui endurent au quotidien toutes sortes de souffrances. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'aime pas son pays n'est pas un bon musulman, n'est pas moumine. Donc c'est la raison pour laquelle nos chefs ont choisi ce 22 septembre pour prier pour le Mali en entier, pour le monde musulman en entier,
pour que la paix règne au Mali. Un Mali qui ne fait pas de différence entre un chrétien et un musulman, entre un noir et un blanc, entre un sudiste ou bien un nordiste. Comme il est de coutume dans l'événement, les pèlerins venus en nombre de toutes les contrées du pays et d'ailleurs ont sous l'œil bienveillant de Cheikh Mohamed Chafiou, immortalisé pendant une nuit entière leur regretté Cheikh Mohamed Al-Arabi. Cela à travers des chants et des poèmes religieux qui rappellent ses vertus et ses qualités. Une pensée pieuse est allée également à l'endroit du grand érudit qui a porté haut les flambeaux de la Tidjania. Il s'agit du fait Cheikh Mahmoud Niass du Sénégal, arraché à l'affection de la communauté musulmane l'année dernière. De la culture dans ce journal, l'Institut français du Mali a lancé officiellement sa saison culturelle 2012-2013. C'était hier soir. L'occasion pour le Centre culturel français de Bamako d'accueillir une exposition de peinture réalisée par le français Patrick Singh. Cette exposition est le fruit d'un mois de travail de cet artiste plasticien qui, depuis une vingtaine d'années, parcourt le monde. Notre reporter Modibo Soiré a assisté à cette cérémonie marquée par le vernissage de l'exposition. Les arts plastiques jalonneront cette nouvelle saison culturelle de l'Institut français du Mali. Et le premier artiste plasticien sur la liste n'a pas été choisi au hasard. Patrick Singh est avant tout un amoureux de l'Afrique pour y avoir séjourné plusieurs fois dans le cadre de ses recherches. Ce qui justifie le choix de ce peintre, dessinateur, d'ouvrir le bal cette année à travers une exposition inédite. On aura un certain nombre d'expositions tout au long de l'année, et puis avec deux grands rendez-vous, une exposition d'Ismaël Diabaté et une exposition d'Abdoulaye Konaté d'ici quelques mois. Donc je pense qu'au niveau des arts plastiques, on a presque rempli notre programme jusqu'en juin prochain. Patrick Singh livre une œuvre intense et fulgurante sur de multiples supports. Toiles, voiles, métaux, boîtes, carnets et autres livres-objets. Bref, un univers peuplé de visages, de figures et de foules qui questionnent les parcours de vie de notre propre condition. Alors en fait Patrick Singh devait être là, c'est pour des raisons personnelles qu'il n'a pas pu venir malheureusement. Après on est très fiers de pouvoir présenter son travail. Ce qu'on a exposé ici est un travail qu'il a réalisé en 2010. Il est prévu aussi qu'il refasse une résidence à Bamako pour s'inspirer des parfums, des paysages, des gens, des visages du Mali pour refaire une autre exposition qui sera cette fois 100% Mali en 2013. Ici, une quarantaine d'œuvres est exposée. Des œuvres inspirées des 1001 rencontres de cet artiste dessinateur qui capte depuis 20 ans les traces de la diaspora africaine. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il parle de la femme africaine, la beauté de la femme africaine et tout ça. Et c'est ce qui m'a beaucoup impressionné. C'est un aquarelliste, on le voit à travers ces petites aquarelles qu'il a mis. La qualité d'un aquarelliste, c'est la saisie spontanée et rapide des traits et du caractère. Une très belle exposition, il y a des très beaux portraits. Il y a les grands formats là notamment sont super beaux, il y a des belles expressions, des belles couleurs. Je trouve que c'est une belle exposition bien réussie. Cette expo qui est le résultat de 4 semaines de résidence au Burkina Faso se poursuit à l'Institut français du Mali. Et vous avez jusqu'au 7 octobre prochain pour satisfaire votre curiosité. Une page noire dans ce journal, Gabou Diawara, un des fidèles compagnons du président Modibo Keïta, s'est éteint à l'âge de 86 ans. Il a été accompagné en sa dernière demeure cet après-midi par une foule nombreuse et des hauts responsables. C'était au cimetière de Nyarela. L'homme aura marqué l'histoire de notre pays par son intégrité morale, son sérieux et son dévouement pour la cause de la patrie. Le président de la République, professeur John Kounda Traoré, était présent. Compte rendu de Mahamadou Doumbia. Les jeunesses étaient associées à toutes les prises de décision. Nous étions membres du bureau politique, membres de toutes les organisations du parti. Et à part entière, une discussion avec les jeunes et les mots d'ordre, les décisions qui étaient prises étaient les nôtres. C'est au cimetière de Nyarela que repose désormais Gabou Diawara. Né le 17 août 1926 à Caille, Gabou fut toute sa vie durant au service de son pays. Fonctionnaire du Trésor, militant, syndicaliste, secrétaire général de la jeunesse de l'USRDA, Gabou Diawara a marqué sa vie par le sens de responsabilité, le sérieux et la simplicité dans tous ses actes. Gabou a été un homme sérieux, un homme simple,
un rassembleur de jeunesse. Un homme qui a permis à la jeunesse des années de braise, de lutte pour l'indépendance, de se rassembler, de s'aimer, de coordonner leurs forces et de réussir la lutte. Lors d'un témoignage, le colonel Sambou Soumaré a écrit de l'homme qu'il était incapable de mentir, de tricher, de voler, des modèles de patriotisme qui ne rêvaient que d'une société de justice, d'équité avec à l'affiche le travail, la rigueur, la discipline, la droiture au-dessus de tout. Aujourd'hui, le Mali perd un des plus valeureux fils de notre pays. Gabou Diawara est un modèle. Gabou Diawara est un exemple sur tous les plans. Aussi, même dans les bagnes, ses compagnons de lutte gardent de lui une intégrité sans faille et un moral de fer. Mon cher Gabou, Yigo, comme tu m'appelais, Yigo, comme je t'appelais, voici venu l'heure de se séparer. Mais moi, je garderai en mémoire, je garderai dans mon cœur, dans mon esprit, le message que tu as constitué, parce que toi-même tu es un message. Je ne l'oublierai pas et je demande à la jeunesse de se souvenir d'un homme qui a tout donné à son pays. Dors en paix, cher père. Gabou Diawara est le père aussi du ministre Daba Diawara. Ainsi va la vie. Nous souhaitons juste qu'Allah puisse l'accueillir en son sein. Ce communiqué du gouverneur du district de Bamako, le gouverneur du district de Bamako informe les mandataires des partis politiques du district de Bamako que le démarrage de la révision des listes électorales de l'année 2012 est prévu pour le 1er octobre. En conséquence, il leur est demandé de bien vouloir communiquer la liste de leurs représentants devant siéger au sein des commissions administratives créées à cet effet dans chaque commune du district en raison d'un titulaire et d'un suppléant par commission. Par ailleurs, il est porté à leur connaissance qu'une correspondance relative à ce sujet est disponible au secrétariat du gouvernorat du district de Bamako. Le patriotisme du mouvement pionnier, c'est le sujet du dernier magazine de la semaine spéciale du 22 septembre que l'ORTM vous propose ce soir. Le comportement exemplaire des pionniers y est présenté comme source d'inspiration pour la jeunesse de nos jours. Tel est le point de vue des anciens du mouvement pionnier ainsi que du ministre de la Jeunesse et des Sports. Un magazine que vous pourrez suivre juste après ce journal et c'est une réalisation de Fanta Sangaré. Mesdames et messieurs, ainsi allait l'actualité ce jour dans notre pays. Sur ce s'achève la présente. Demain 10h et 13h, vous serez en compagnie de Sira Bachili, ayant une pensée profonde pour nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne les oublions pas et cela jusqu'à la libération totale du pays. Excellente soirée sur les programmes de l'ORTM.